À travers cette web télé, je vous invite à faire un voyage au cœur de l'entrepreneur. Mère de famille, entrepreneur, PDG à la financière Sun Life, fondatrice de l'EFEA, ambassadrice du Canada en France, son parcours est composé d'expériences enrichissantes et inspirantes. C'est une femme de cœur avec une vie remplie de surprises, de contacts humains, de succès et de demi-succès comme elle le dit si bien. Une chose est claire, tout ce qu'elle entreprend va à un rythme très rapide et doit la faire vibrer de passion pour qu'elle y plonge. Bienvenue au cœur d'Isabelle Hudon. Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation à ouvrir les portes, en fait, de votre résidence ici à Paris. Toute simple. C'est un beau petit voyage. Oui. J'avoue que c'est un décor un peu différent d'habituellement. Oui, mais c'est très, très, très parisien. Alors, c'est la raison pour laquelle on a ouvert les portes. C'est vraiment, je pense que sans le dire, les gens, vos auditeurs peuvent croire qu'on est à Paris et on est réellement à Paris. On est réellement à Paris. Dans l'une des plus belles résidences que le gouvernement canadien possède à l'étranger. Et j'en suis très fière. C'est effectivement magnifique. En fait, quand on entre, on ressent cette grandeur, on ressent l'immensité de quelque chose de plus grand. Mais le décor y est aussi pour beaucoup. C'est un peu intimidant, je dois avouer. Oui, et je tente de diminuer l'intensité de la dorure et tout parce que moi, je veux vraiment que la résidence et nos actions sur le terrain soient bien alignées au Canada, aux valeurs canadiennes, l'ouverture, la modernité, la proximité aussi. Alors, ça peut avoir l'effet contraire de cette grande dorure et tout, mais je m'attarde toujours à avoir pour nos réceptions des éléments qui rapprochent les gens et j'essaie toujours aussi de diminuer l'intensité. Je commence toujours en disant, je vous souhaite la bienvenue dans mon petit pied-à-terre à Paris tout simple, en sachant très bien que c'est un clin d'œil. Comment on se sent ici? On pourrait se sentir intimidé. Il y a plein de raisons qui pourraient être intimidantes, mais moi, je me sens assez bien. Par contre, je me sens un peu aussi comme dans une bulle parce que venant du secteur privé, je ne suis pas une diplomate de carrière. Je sais que je vais faire ça une fois dans ma carrière et que je suis en train de le faire, je suis en train de le réaliser. Je ne peux pas vous dire que c'est un rêve parce que au Canada, on a un système bien organisé de fonctionnaires qui entrent dans le service étranger et qui aspirent à devenir diplomates. Et c'est très rare qu'on nomme des gens, entre autres du secteur privé, pour devenir diplomate. Alors, moi, j'ai accepté cette invitation de servir mon pays en France, de surcroît à Paris, mais surtout à ce moment précis de la relation France-Canada, où on a beaucoup à faire plus que de nourrir notre amitié entre les deux pays, d'un point de vue commercial, d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue de la paix dans le monde. On est de moins en moins de pays à partager ces valeurs profondes de respect et il faut haut et fort et plus souvent que moins s'installer sur la place publique, nos deux pays, pour porter des messages, j'espère, inspirants. Il y a quelques raisons qui m'ont motivée à accepter. Premièrement, j'ai reçu l'appel un 23 juin à 16h40 dans ma cuisine, je vais toujours m'en souvenir. Et là, à l'instant où j'ai eu la demande, je savais instinctivement que j'allais dire oui. Et je ne me suis pas posé la question, suis-je bonne? Ai-je tout ce dont j'ai besoin pour le faire? Et je dis ça parce que c'est souvent un conseil que je donne aux femmes et aux filles. Arrêtez de vous poser 100 000 questions. Quand on vous appelle et qu'on vous offre une promotion ou un nouveau défi, il y a plein d'autres personnes qui ont toutes coché les boîtes sur vos habiletés et vos connaissances. La seule question que vous avez le droit de vous poser et que je me suis accordé le droit de me poser, c'est est-ce que ça me tente? Est-ce que je l'ai dans les tripes? Et je le savais instinctivement, mais c'était quand même une décision importante. Donc, quelques éléments qui ont penché en la faveur d'accepter. Premièrement, la relation entre nos deux pays et le potentiel de cette relation.
Deuxièmement, l'alignement entre les deux chefs de gouvernement et d'État, entre Justin Trudeau et Emmanuel Macron, qui sont de même génération d'âge, dans la jeune quarantaine, mais également de même génération d'idées sur la place que leurs pays respectifs peuvent jouer sur la planète. Et également, des raisons personnelles où ça faisait 5 ans que j'étais entre Montréal et Toronto. La maison à Montréal, mais trop et beaucoup à Toronto. Et Gilles, mon conjoint, qui était plutôt à Montréal, je trouvais qu'il était temps qu'on vive des moments dans la même ville, dans la même maison, et pourquoi pas Paris. Alors, il y a des raisons professionnelles, il y a des raisons personnelles. Puis en même temps aussi, j'ai pesé ce que je laissais derrière moi, parce que on le sait, hein, quand on prend des décisions, on ne peut jamais tout gagner. Et pas que j'ai rien perdu, que j'ai perdu quoi que ce soit, mais quand même, il fallait les enfants, mes parents, les amis. Mais je n'ai aucun regret. Moi, je vous confirme que mon rôle à la Financière Sun Life et mon temps à la Financière Sun Life a été de toutes mes expériences la plus exigeante et la plus difficile. Et parce que j'arrivais dans un secteur pour lequel je n'avais pas d'expertise précise ou technique, j'arrivais dans une entreprise qui était mal aimée également, particulièrement au Québec. Donc, j'ai vite senti, et comme entrepreneur, on le sent souvent ça, mais on est des battants, là, et des battantes. On est nourri un peu par ça. On est nourri par l'impossible qui est possible. On est nourri par se faire dire non, de transformer le non en oui. On est des conquérants, hein, les entrepreneurs. Alors, mais par contre, c'est probablement la Financière Sun Life où j'ai senti la première fois le sentiment de déficit de crédibilité. Parce que, bon, les concurrents s'amusaient parce qu'ils disaient « elle connaît rien, puis elle ne sera pas capable ». Et les employés, à juste titre, se demandaient ce que je pourrais apporter si j'aurais la patience, si la patience me viendrait parce que c'est quand même des gros bateaux à tourner et tout. Et quand je me suis rendu compte de ce déficit de crédibilité, c'est pas que j'avais perdu ma crédibilité. J'avais toujours ce que j'avais bâti comme crédibilité, mais devant ce corps d'employés, je me disais, il me manque des cordes à mon arc de crédibilité devant eux et elles. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'acquérir de nouvelles connaissances, sans crier haut et fort, mais je me suis trouvé des professeurs, Et j'ai rencontré également les 2000 employés sur une base presque individuelle. Wow. Parce que c'est incroyable ce qu'on peut apprendre de nos collègues. Mais c'était extrêmement riche, tellement que quand je suis arrivée ici, j'ai fait la même chose à Paris. On apprend les professions, on apprend les valeurs. On nous dit ce qu'est... On ressent les êtres humains. Oui, derrière. puis on nous parle de la culture, mais là, on la comprend, la culture officielle, officieuse. Alors, donc, aujourd'hui, je peux vous dire que c'était un défi de taille. Je ne suis pas certaine que quand j'étais dans le défi, je réalisais totalement... Puis tu sais quoi, c'est peut-être mieux comme ça, parce que sinon, on a des trop gros vertiges. Oui. Moi, je suis animée par une passion de gagner et je l'assume totalement. Mais c'est ça qui est beau, c'est de l'assumer complètement. C'est de l'assumer, comme n'importe quoi dans la vie. Et que se passe-t-il si on ne gagne pas? Bien, premièrement, moi, je n'ai pas d'échecs dans ma vie. J'ai des succès et j'ai des demi-succès. Parfait. Et j'ai connu plusieurs demi-succès. Et j'ai appris à apprécier ces moments. Parce que dans les grands succès, on célèbre rapidement, puis on passe à d'autres choses, puis à l'autre succès, puis à l'autre sommet, sans trop faire l'analyse des éléments qui nous ont fait gagner. Tandis que quand tu arrives dans un demi-succès, tu as un petit peu plus de temps pour réfléchir. Et moi, je saute sur ce moment-là pour réfléchir et dire qu'est-ce qui nous a manqué, quels éléments ou ingrédients ont joué en faveur de la partie succès. Et je tente toujours d'apprendre. Je me laisse jamais décourager. Jamais.
On dit souvent que la pédagogie, c'est l'art de répéter. Et trop souvent, nous, comme entrepreneurs, on va à une vitesse trop rapide, puis on oublie de répéter encore. Est-ce qu'un jour, vous avez été trop vite? Oui, oui. À quel moment vous vous êtes rendu compte que ça allait trop vite? Je pense que j'ai commencé ma carrière en politique dans ma jeune vingtaine et j'ai eu de la difficulté à rebondir dans le vrai monde après la politique. Puis je me suis aperçue que j'ai vécu à 100 000 à l'heure en politique, puis que j'ai oublié d'atterrir. Et là, j'ai eu besoin d'énormément de patience et d'humilité parce que c'est comme un peu repartir pas à zéro, mais à moins 10 dans le vrai monde. Par contre, beaucoup tentent encore de me dire aujourd'hui que je vais trop vite et je ne cède pas à tous. Il y a certaines personnes de confiance de qui j'accepte. Comme dit là, Isabelle, tu vas trop vite parce que j'ai une impatience légendaire que moi, je qualifie comme une force de ma personnalité. Tous ne s'entendent pas pour dire que l'impatience est une force, mais je pense qu'à 50 ans, l'impatience, c'est une force. À 16, 17, 18 ans, c'est pas une force parce qu'on ne sait pas la manier. Puis on ne sait pas la calibrer. Mais encore aujourd'hui, puis encore ce matin, et dans ma vie de diplomate, on me le dit à chaque jour, tu vas trop vite. Mais moi, je suis dans ma dernière vie sur Terre. Je ne suis pas toute bouddhiste, je ne suis pas du tout pratiquante. Ma référence, elle n'est pas religieuse, mais j'aime dire que, bon, on dit souvent qu'on a 7 vies, là. Moi, je suis profondément convaincue que je ne reviendrai pas sur Terre et que je manque aucune opportunité qui se présente devant moi. C'est ce qui m'anime. C'est comment j'explique mon énergie et qu'on ne peut jamais revenir hier. Jamais. Et je pense que cette position mentale que j'ai fait en sorte que j'ai très peu de regrets. Je n'ai pas le regret de ne pas avoir essayé, puis je n'ai pas le regret non plus de ne pas toujours avoir gagné parce que j'ai essayé, puis je suis allée. Il faut savoir que jeune, je me sentais dans un carcan. Tout allait trop lentement pour moi. Et j'étais aussi timide. Et ma première graine d'entrepreneur, là, je me souviendrai toujours, en 6e année, mon professeur M. Bergeron, qui était dans sa dernière année d'enseignement, donc probablement mi-soixantaine, j'ai trouvé que c'était lent, puis que... puis j'avais la conviction que peut-être je pourrais faire mieux, tu sais. Oh, wow! Alors, j'ai offert, moi, d'enseigner. Ben non. Oui. Parce que moi, mes parents étaient professeurs, alors moi, je savais être professeur. Ah, c'est donc bien drôle. Et, ben je ne sais pas si... Est-ce que ça a eu lieu? Oui, oui. Ah. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'y ai tellement tapé ses nerfs qu'il a dit oui ou il s'est dit, ben je vais lui donner l'opportunité, mais peu importe. J'ai enseigné un vendredi après-midi la classe d'art plastique. Hey, c'est pas facile, on est hey, je d'accord. me souviendrai toujours, c'était un mobile qu'on faisait. Donc, un bâton de popsicle dans ce sens-là. Avec des pailles. Des cordes, puis des pailles, puis des ronds, des carrés, des triangles collés des deux bords, tu sais, pour faire un petit mobile. En tout cas. À combien sur 10 l'attention de tous les élèves à ce moment? Bien, je pense qu'au début, il y avait de la curiosité. À la fin, je les avais toutes perdues. J'ai eu ma plus belle décennie à la quarantaine. J'étais vraiment fâchée que la vie me pousse à entrer dans la cinquantaine. Mais tu sais quoi? Ma 50e année a été l'année des plus belles surprises dans ma vie. Un moment aussi où mon garçon a tourné le coin puis est devenu un adulte. Quel âge a-t-il aujourd'hui? 23 ans. Arnaud, on a eu des années exigeantes, et pour lui et pour moi. Un petit garçon qui bouge beaucoup, un petit garçon pas nécessairement dans le moule. Là. Et avec une vie exigeante aussi de votre côté? Oui, puis une vie pesante pour lui parce que
Et son père et moi avons des réussites, pas juste des réussites, mais des vies plus publiques que moi. Donc, c'était lourd pour lui d'être le fils de Paul et d'Isabelle. Tellement, ça m'a touchée l'autre soir. Je suis retournée à Montréal, puis c'était son anniversaire, donc on a mangé chez mes parents. Et il vit maintenant à Montréal. Arnaud, il travaille à Montréal et il y a un roommate qui vient de Toronto. Donc, il y avait mon frère qui était là, des amis. Ouais, on n'était pas tant que ça, là. On était peut-être une douzaine autour d'une table carrée. Donc, son roommate me dit, toute gênée, toute rouge, il me dit en anglais, je viens juste d'apprendre aujourd'hui, ça fait 5 ans que je connais Arnaud, je viens juste d'apprendre aujourd'hui ce que vous faites dans la vie. Puis il dit là, je suis tout gênée, mais je veux vous demander qu'est-ce que ça fait, une ambassadrice, comment c'est Paris. Puis là, j'ai réalisé que Arnaud, il avait gardé ça tout discret, puis lui, il avait dit, ma mère, elle travaille au gouvernement. Ce qui n'est pas faux, là. Mais c'est révélateur. Je comprends tellement. Oui, hein? Complètement. Tu sais, Annie et moi, sœurs jumelles, on est partis à l'Académie en 2003 faire ce grand voyage artistique. Et tout au bout, il y avait ma petite sœur Lisa qui était là, elle. Donc, qui vivait dans le vrai monde. Exactement. Elle n'était pas dans la bulle. Le vrai monde. Même chose pour Arnaud. Donc, il se cherchait un peu à être qui il était. Et ce qui devient un peu difficile à certains moments parce qu'on est toujours tenté, on est toujours porté à comparer ou à dire « Ah, t'es la sœur de, t'es la fille de, t'es le garçon de. » Bon, l'EFEA, ça, ça a vraiment fait appel à mon côté entrepreneuriat. Alors, l'EFEA vient de ma volonté de poser des gestes concrets en faveur de la grande cause de la place des femmes dans la société. Et là, j'ai choisi chacun de mes mots. J'ai jamais été victime. Comme je le disais plus tôt, j'ai jamais senti le plafond de verre. Je me suis jamais mis de la colle en dessous des semelles. Je me suis jamais rien empêché. Mais j'ai été témoin de beaucoup de situations qui étaient à la fois causées par des hommes qui imposaient des limites aux femmes, des organisations qui imposaient des limites aux femmes et aux femmes elles-mêmes qui s'imposent des limites. J'ai siégé sur beaucoup de conseils pour écrire des documents de réflexion et je trouvais que chacun de ces documents que je co-signais n'était pas vraiment axé sur l'action. Et à un moment donné, je me suis dit, et si je posais un geste par jour pour la cause? Moi, j'ai lancé ça encore un peu par instinct. J'ai été abasourdie de la vitesse à laquelle la marque s'est installée dans le marché québécois. Ça fait 5 ans maintenant. On a 2000 gradués de l'EFEA avec des résultats plus que probants sur la croissance de carrière de ces femmes-là. Alors, c'est une très belle réussite de ma vie parce que je suis celle qui croit que quand on réussit dans la vie, on a l'obligation de redonner. Et tu redonnes où tes tripes te font vibrer. Et moi, cette cause-là m'a fait vibrer et parce que je veux vraiment que c'est possible pour les femmes. Il n'y a pas une journée à Paris où je ne me fais pas parler de l'EFEA. Ah, mais alors, c'est la demande. Qu'est-ce que ça dit dans le cœur? Je l'ai presque, là. D'instinct, je sais qu'on va le faire. Et je suis en train de raffiner mon instinct sur quand. En même temps, c'est que moi, j'ai un boulot où j'ai plusieurs restrictions pour des raisons d'apparence de conflit d'intérêts et tout. Donc, je suis régie de façon quand même assez stricte. Mais il y a quand même une équipe qui gère au quotidien l'EFEA. Et là, il faut voir si l'équipe a le goût de se déployer en France. L'entrepreneur en soi qui se fait régir, comment on se sent dans cette rigidité-là? Je te dirais que j'ai réfléchi à peu près 3 semaines avant de dire oui pour ambassadrice. Et plus de la moitié du temps,
que j'ai réfléchi, c'était justement sur les limites qu'on m'imposerait. Mais quand tu décides de servir ton pays, ça vient avec. Puis on a trop d'exemples fâcheux. Alors, je l'accepte. À chaque jour, je vis des frustrations liées à ça, mais je me rappelle que je le savais, c'est pas une surprise, puis que la vie est quand même fort agréable. Et vous êtes la première femme à occuper ce poste ici à Paris? Oui. Quand le premier ministre m'a appelée puis m'a dit, tu sais, Isabelle, tu vas être la première femme, j'ai dit, vous savez, M. Trudeau, je suis extrêmement fière d'être la première femme, mais c'est quand même tristounet qu'on ait attendu en 2017, parce que c'est quand même pas Kaboul, là, dans le sens que c'est facile pour une femme de s'installer à Paris. Pas juste la première femme, mais je suis la première du secteur privé aussi. Alors, ça propose à l'équipe, à la diplomatie et aux Français une approche très différente, la combinaison des deux. Complètement. Et une ouverture différente. Oui. Bien, modernité, oui. Je dirais que c'est probablement le mot qu'on prononce le plus quand on veut me qualifier ici en France. Dans l'univers de diplomatie, que c'est vraiment moderne. Puis des fois, c'est dit pas nécessairement avec... Oui, c'est ça. Ça dérange. Oui, ça dérange. À certains niveaux. J'en conviens. Puis quand on dérange, moi, j'ai toujours dérangé, toujours. Il faut savoir bien doser. Parce que... Alors, je vous souhaite énormément de plaisir. Merci. Pour la fin, finalement. Il reste quelques années. Il reste encore 4 ans, c'est bien ça? Oui. Alors, la fin du mandat et la suite des choses. J'ai On la se reparlera certitude à la qu'on va suite. se recroiser. Oui. On se promet. On jasera de la suite. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, ça me touche énormément. Puis je sais que votre horaire est très chargé. Ça me fait plaisir. Donc, wow, merci beaucoup. J'ai cette certitude-là que je suis en train de vivre un moment magique. Puis c'est vrai que c'est tentant de se dire « Oh my God! » Mais en même temps, quand j'étais chez Sun Life, et très heureuse chez Sun Life, les moments où j'ai pensé à l'avenir, jamais j'avais identifié ambassadrice. Donc, je vais peut-être avoir une autre belle surprise.